Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis stagiaire en ergothérapie à l'hôpital avec une clientèle présentant des atteintes neurologiques. Une de mes nouvelles clientes est atteinte de la sclérose latérale amyotrophique. Or, je ne connais pas très bien la maladie. La seule chose que je me souviens au sujet de cette maladie, c'est que j'avais fait le défi du Ice Bucket Challenge en 2014. De mémoire, c'est une maladie qui est assez importante puisqu'elle atteint 2 nouveaux cas par 100 000 habitants à chaque année au Canada. De plus, c'est une maladie incurable. Ma superviseure me demande d'effectuer l'évaluation de la fonction motrice, mais que peuvent m'enseigner les neurosciences? Allons voir le Dr Chabot, une neurologue reconnue pour son expertise de la SLA. Bonjour Dr Chabot, je viens vous voir pour m'informer sur la maladie de la SLA. Je dois évaluer les fonctions motrices d'une cliente nouvellement admise souffrant de cette maladie. J'aimerais comprendre les liens entre les motoneurones et la sclérose latérale amyotrophique. Bonjour. Tout d'abord, il est important de savoir que la sclérose latérale amyotrophique, communément appelée SLA, est une maladie qui touche les neurones et la moelle épinière. La SLA est aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot ou de Lou Gehrig, et c'est une maladie neuromusculaire dégénérative qui entraîne avec le temps la paralysie du corps entier. C'est une maladie qui évolue très rapidement et malheureusement, une fois le diagnostic posé, le pronostic est généralement de 5 ans. Effectivement, cette maladie se caractérise par la dégénérescence de cellules nerveuses, les cellules moteurs, au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Cela amène le cerveau à être dans l'incapacité d'initier et de contrôler les mouvements musculaires volontaires. Ainsi, la paralysie se développe progressivement après l'atrophie des muscles, étant donné qu'ils ne sont plus assez stimulés par le cerveau. En ce qui a trait au développement de la SLA, il peut se faire de 2 façons, soit par la forme sporadique ou par la forme familiale. La forme sporadique de la SLA est la plus courante et elle indique que la personne affectée n'a pas de famille ou de parenté proche atteinte de la maladie. Au contraire, la forme familiale de la SLA indique que plusieurs proches d'une même famille sont touchés par la maladie. Est-ce qu'il existe différentes formes de cette maladie? Oui, il existe 2 différentes formes de SLA. Il y a la forme spinale et la forme bulbaire. La forme spinale est la plus courante et elle est causée par la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. En ce qui concerne la forme bulbaire de la SLA, elle est caractérisée par le fait que les premiers muscles qui sont affectés sont ceux de l'élocution, de la déglutition ou de la respiration. Il est aussi possible que des formes rares de la SLA fassent surface. La SLA juvénile et la sclérose latérale primaire, la SLP, en font partie. La SLA qui se manifeste chez les enfants est très rare puisque la maladie est présente généralement entre 40 et 75 ans. La SLP, quant à elle, évolue lentement contrairement à la SLA. Elle serait donc une expression plus bénigne de la maladie. Est-ce que nous pouvons la détecter avant de voir les symptômes? À ce jour, il n'y a pas encore de test de dépistage exclusif à la maladie de SLA. Le diagnostic se fait de façon éliminatoire, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests pour éliminer toute autre possibilité de maladie. Il y a tout de même des signes cliniques qui permettent d'indiquer s'il y a atrophie des motoneurones dans la partie supérieure ou inférieure de l'épine dorsale. En effet, s'il y a dégénérescence des motoneurones de la partie inférieure de l'épine dorsale, des signes cliniques comme un affaiblissement des réflexes, une diminution du tonus musculaire, de la difficulté à avaler et à bien articuler entre autres, seront observés. Pour la dégénérescence des motoneurones de la partie supérieure, il sera possible de reconnaître des signes cliniques comme de la raideur musculaire, une augmentation de réflexes et de la labilité émotionnelle où la capacité de la personne à contrôler ses pleurs et ses rires diminue. Toutes ces manifestations sont des signes, c'est-à-dire qu'ils sont mesurables ou observables. Suite à cette dégénérescence des motoneurones, quels symptômes peuvent se faire ressentir chez le client?
Les premiers symptômes qui apparaissent peuvent passer inaperçus dans la vie de tous les jours. Des exemples sont des trébuchements, échapper des objets, des troubles d'élocution et des crampes. Parfois, les gens se rendent compte de ces symptômes et les attribuent à des signes de vieillissement. À mesure que la maladie évolue, les muscles du tronc sont touchés. Les muscles respiratoires s'affaiblissent lentement. Cela peut durer des mois ou même des années. Chez les gens atteints de SLA familial, l'atteinte des jambes est plus rapide comparativement aux gens atteints par la forme sporadique. Ceux-ci vont perdre la fonction de leurs bras beaucoup plus rapidement. De plus, comme mentionné précédemment, pour ce qui est de la forme bulbaire, ce sont les muscles de l'élocution, de la respiration et de la déglutition qui sont affectés les premiers. La rapidité à laquelle les muscles se détériorent est variable d'une personne à l'autre. Certains ne voient qu'une petite dégénérescence qui s'étale sur une longue période, tandis que d'autres perdent des fonctions plus rapidement. C'est bien triste tout ça. Quels facteurs pourraient être mis en cause dans la SLA? Même si les causes de la SLA ne sont pas encore bien connues, certains chercheurs ont réussi à identifier les mutations de gènes les plus fréquentes pouvant expliquer la maladie. On réussit ainsi à regrouper les causes en 3 catégories. Dans une première catégorie, les gènes, comme le SOD1, subissent une mutation et deviennent instables, ce qui perturbe la dégradation des protéines et amène la mort des motoneurones. Dans la deuxième catégorie, la mutation des gènes, comme le TDP43, perturbe le traitement, le transport et le métabolisme de l'acide ribonucléique, qui est l'ARN, entraînant ainsi la mort des motoneurones. Dans la troisième catégorie, la mort des motoneurones à l'origine de la SLA serait due à une déficience de l'exosquelette des axones et du transport axonal. Il faut savoir qu'une trentaine de gènes ont été identifiés comme marqueurs biologiques potentiels et que beaucoup de travail reste encore à faire pour identifier les causes précises. À cet égard, il est important de comprendre que le processus de mort neuronale est complexe. À ce jour, il y a encore un débat quant au rôle de certaines cellules sur la survie des motoneurones. Par exemple, la thèse doctorale de Mme Geneviève Going montre que l'activation de certaines cellules, comme les microglies, favoriserait la survie des motoneurones en jouant un rôle de neuroprotecteur. Or, une étude de Fatani HP montre plutôt l'inverse, où les cellules gliales environnantes aux motoneurones contribueraient à leur dégénérescence par la perturbation de communication entre elles. Qui dit vrai? Seul l'avenir saura nous le dire. Mais qu'en est-il des traitements possibles? Il existe des technologies neurothérapeutiques pour améliorer la fonction des neurones en minimisant les conséquences reliées à une maladie dégénérative. Un outil comme celui que possédait le célèbre physicien Stephen Hawking en est un bon exemple. Il s'agit de l'interface neuronale directe qui permet au cerveau de communiquer avec un dispositif externe et ainsi de pallier aux diverses pertes fonctionnelles. Dans le cas de la SLA, lors d'une atteinte de l'épine dorsale, le cerveau reste fonctionnel malgré la dégénérescence des fonctions musculaires. Un autre traitement potentiel de la SLA qui demeure à être exploré est la greffe de cellules souches. En effet, il a été montré dans une étude chez des souris que la transplantation de cellules souches saines favorise leur différenciation en motoneurones, leur survie et la pousse axonale vers les racines ventrales. Similairement, il a été montré que la transplantation du gène LAN-CL1 permettrait de retarder l'apparition de la SLA, de ralentir la progression de la maladie et de prolonger l'espérance de vie. Il agirait comme neuroprotecteur en protégeant les motoneurones de la dégénérescence. Évidemment, cette liste de traitements potentiels n'est pas exhaustive. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Dr. Chabot. Madame Fortier, âgée de 50 ans, est mère de 2 enfants. Son occupation favorite est de cuisiner pour sa famille. Elle présente les premiers signes d'une SLA de forme spinale. Actuellement, elle indique avoir de la difficulté à contracter ses mains pour soutenir des objets. Elle présente également des difficultés motrices comme le manque de précision dans ses mouvements qui sont de plus en plus lents. Suite à mon évaluation, je suggère de lui fournir des aides techniques qui lui faciliteront certaines tâches,
comme brasser des mélanges ou soulever des chaudrons. Madame Fortier est au premier stade de la maladie. Une solution comme l'interface neuronale directe n'est pas encore nécessaire car son contrôle moteur est encore présent. Toutefois, considérant que ses fonctions motrices se détérioreront peu à peu, je procéderai à la révélation de Madame Fortier au fil des mois afin de lui fournir des aides techniques appropriées selon le stade de développement. Je discuterai également avec sa famille afin de valider si elle pourra obtenir l'assistance requise lorsque la maladie aura atteint un stade plus agressif, qui l'empêchera de s'adonner à la majorité de ses occupations. Je comprends que la SLA est une maladie neurodégénérative. La dégénérescence des neurones entraîne une diminution de la force et de la mobilité musculaire. Au final, les gens développent une paralysie. Je comprends également que les causes ne sont pas encore bien définies et que le travail reste à faire pour élucider le tout. En tant que futur ergothérapeute, je vois l'accompagnement occupationnel que nous pourrions faire.